Bien, bonjour à tous, donc je me présente rapidement, chez Kip Gerby, je suis directeur général du CITC et on vous propose aujourd'hui une conférence sur les objets connectés, donc nouveau marché pour les moyens de paiement. Le CITC est un centre d'expertise autour des objets connectés. Je suis accompagné pour cet atelier de différentes personnes, je vais les laisser se présenter, donc je ne vais pas les présenter ou les introduire. Très rapidement, l'objectif étant d'ouvrir une discussion. On parle beaucoup d'objets connectés, c'est plus de quelques milliards en 2020, enfin les chiffres parlent en milliards d'objets connectés qui nous envahir. Est-ce que justement pour les moyens de paiement, ça va devenir un nouveau marché ou est-ce que les moyens de paiement vont être intégrés dans ces objets? Donc c'est toute la question et le débat auquel on ouvre aujourd'hui. Première réflexion. Je vais peut-être laisser la parole aux différents intervenants pour se présenter. Bonjour, c'est Kozan. Je suis de Natural Security Alliance. Donc on est une association qui faisant la promotion de systèmes d'authentification biométrique notamment. Et on a une petite cinquantaine de membres, à la fois des banquiers, des commerçants et des schémas de paiement et quelques industriels également. Alors moi je suis Didier Dacretel, ex-industriel en matière de terminaux de paiement depuis les années 80 et encore président du Concert International qui est la chaîne qui représente la chaîne d'acquisition en matière de monétique. Bonjour à tous, donc Guillaume Witz, je dirige la société HTS qui est une société de conseil et de formation dans le domaine de la cybersécurité et de la monétique. Et je suis également vice-président de Concert, qui représente le domaine de l'acquisition dans le domaine du paiement électronique en France. Didier, j'avais une question justement en préparation, c'était de raconter un peu cette histoire des moyens de paiement et de la monétique en Europe, en France en particulier, donc un peu rebalayé pour arriver peut-être à une nouvelle ère que sont les objets connectés. Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Effectivement, la monétique est un peu une vieille histoire en France. Dans les années 80, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. C'était l'avènement aussi, après deux cartes concurrentes, la verte et la bleue, vous vous souvenez bien de ça. La bleue a fait une très belle opération puisque maintenant c'est resté dans l'esprit des gens que c'est la carte bleue alors que c'est la carte bancaire. Car nous avons en France un système qui est absolument et totalement particulier. C'est une des raisons pour lesquelles il y a tellement d'inventivité en France. D'abord parce que c'est un pays dans lequel beaucoup de choses ont été inventées dans ce domaine. Donc à commencer par évidemment la carte à microprocesseur, on ne va pas l'appeler la carte à puce, mais la carte à microprocesseur. Et puis cet engouement qu'on a eu pour les terminaux. Alors les Américains le faisaient aussi, mais à partir de cartes à piste. Nous avons donc, nous, beaucoup plus rapidement opté pour la carte à microprocesseur qui est probablement, à l'heure actuelle, en train de subir un changement de facteur de forme important. Parce que de carte, elle peut peut-être devenir autre chose. Alors, ce qui est important, c'est que c'est beaucoup développé ce qu'on appelle en France l'interopérabilité, contrairement à d'autres pays. C'est-à-dire que chaque carte émise par n'importe quelle banque peut aller dans tous les commerces qui sont affiliés à n'importe quelle banque. Contrairement à beaucoup d'autres pays, effectivement, où il y a le réseau Visa, ou le réseau Mastercard, ou le réseau CUP, ou le réseau American Express, chacun étant chez soi. Là, évidemment, le réseau American Express n'est pas concerné par ça. Donc, ça a développé en France une grande habitude du paiement qu'on va appeler de proximité. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites tous les jours quand vous allez avec votre carte et que vous allez acheter quelque chose que vous allez payer avec votre carte. Tout va bien. Ça, c'est vraiment, ça a été rodé depuis de nombreuses années, ça marche très bien. La France est le pays dans lequel le taux de fraude est le plus bas, et on peut s'en vanter, et c'est en même temps celui où le parcours client est le plus souple et le plus facile. On peut aussi s'en vanter. Bon, depuis quelque temps, on a assisté à quelque chose que vous constatez aussi, qui est le paiement sans contact. Alors, le paiement sans contact est en train de se développer doucement. La réglementation qui le touche a finalement été un petit peu compliquée, ce qui fait que le parcours client n'est pas forcément très simple. Il l'est pour les petits achats. Jusqu'à 20 €, on peut payer ce qui s'appelle le tap and go. Je touche le terminal avec ma carte et c'est fait.
C'est plus souple, c'est plus rapide, c'est très commode. Pas de monnaie à rendre. Pour beaucoup de commerces où l'achat est répétitif et de petits montants, c'est effectivement quelque chose de très bien. Alors c'est aussi quelque chose maintenant qui est en train de se découvrir, c'est qu'on ne s'arrête plus à ça. C'est que le contact commence à être de plus en plus étendu. Ça n'est plus du contact tap and go, on n'a plus besoin de toucher le terminal, mais maintenant on commence à pouvoir s'éloigner de plus en plus. Nous en parlerons tout à l'heure et nous en saurons un peu plus. Mais tout ceci induit une évolution très forte de ce que sera la monétique demain. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer tout à l'heure. La domotique, c'est la même chose. La domotique, maintenant, la maison devient un objet connecté. L'objet connecté étant, ça commence avec le téléphone et ça peut aller très loin. Donc c'est pour ça qu'effectivement, cette problématique dont on va discuter aujourd'hui est intéressante, car ça, c'est demain. C'est pas hier, c'est demain. C'est pas encore aujourd'hui alors. Ah, aujourd'hui, ça marche encore très bien, mais pas complètement. Le paiement de proximité est quand même mieux et tous les jours, on voit de nouvelles choses avec ça. Maintenant, j'ai appris ce matin que Orange Phone, c'était Orange Money. C'était parfait, c'était lancé. Le seul problème, c'est que j'apprends que mon téléphone, c'est le seul sur lequel ça marche pas. Pas de chance. Et pour rebondir sur justement ce que tu as expliqué sur la chaîne d'acquisition, la chaîne monétique, et ça fonctionne très bien. Donc Guillaume, justement, toi qui es un expert de cette question de monétique et de sécurité, pourquoi aujourd'hui la chaîne, telle qu'elle est définie aujourd'hui, fonctionne bien pour qu'on ait à peu près tous une bonne information? Voilà, je vais préciser un peu cet aspect-là. Alors comme le disait notre président, aujourd'hui ça fonctionne bien. Quand on dit que ça fonctionne bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fraude, ça veut dire que la fraude est maîtrisée. Et ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien depuis plus de 20 ans, puisque comme le disait notre président, ça fait plus de 20 ans que la carte à puce à microprocesseur a été inventée. Mais il n'y a pas que la carte dans le système qui fait que ça fonctionne bien. Et je vais m'attacher justement à essayer de vous expliquer un peu aujourd'hui comment fonctionne ce système pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, je vais faire les choses en deux points. D'abord, vous parler des acteurs et de l'architecture dans un système de paiement. Et après, rentrer dans le vif du sujet sur quelles peuvent être les perspectives pour le paiement dans le domaine des objets connectés. Déjà là, on arrive sur un schéma qui peut faire un peu peur. Alors, c'est fait exprès, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de complexe. En tout cas, c'est quelque chose qui fait appel à de nombreux acteurs. Vous pouvez voir ici, par exemple, à gauche, ce qu'on appelle la banque émetteur, à gauche, la banque acquéreur. Vous avez également le porteur de la carte, c'est vous. Lorsque vous êtes le porteur de la carte, vous allez faire des achats chez un commerçant. Et le commerçant est donc appelé l'accepteur. Vous pouvez également, en plus des actes d'achat, effectuer des retraits. On a fait un schéma ici simplifié, puisqu'en réalité, il y a de nouveaux acteurs qui existent, comme par exemple les prestataires de services de paiement qui viennent s'intercaler entre la banque acquéreur et les commerçants. Tout ça pour vous dire que au centre de tout cela se trouve la carte bancaire. Et l'ensemble de ce dispositif, vous avez à la fois le réseau, les contrats, chose essentielle. Vous avez ici un contrat qui lie le porteur à sa banque. Comme vous avez de l'autre côté un contrat qui définit des règles d'utilisation qui lie l'accepteur avec sa banque. C'est l'ensemble de ce système-là. Et encore, comme je vous le disais, on est parti sur un plan simplifié ici. C'est l'ensemble de ce système-là qui fait que le paiement peut fonctionner parce qu'il repose sur la confiance que peuvent avoir les utilisateurs dans le système de paiement. Très simplement, si le taux de fraude, la fraude n'était pas maîtrisée, eh bien, tout à chacun perdrait confiance dans ce système. C'est le système lui-même qui s'écroulerait. Voilà un peu la précision que je souhaitais apporter par rapport aux propos de Didier de la Crételle. Alors, ce dont je voulais vous parler également, c'est le succès d'un système de paiement. Alors, on parle de ce qu'on connaît, puisque, comme je vous le disais, ce système-là, ce système français, est en place depuis plus de 20 ans. Bien entendu, il a subi des améliorations au fil des années. Ce succès repose sur une organisation harmonieuse de différents éléments
techniques, mais pas que. On parlait de carte à puce, on parlait de réseau, juridique, bancaire et organisationnel. C'est parce que l'ensemble de l'architecture, avec ces 4 composantes-là, est mise en place que ça peut fonctionner. Alors, ça c'était pour vous faire un petit rappel de ce qui existait aujourd'hui. La question qu'on se pose, c'est, alors encore une fois, je ne vais pas faire Madame Soleil aujourd'hui, puisqu'on parle d'avenir. On sait que normalement, dans quelques années, ce seront des milliards et des milliards d'objets connectés qui vont se retrouver sur le marché. Et sur ces milliards d'objets connectés, on imagine bien qu'un jour, on aura un frigo qui va commander seul le réapprovisionnement des aliments. On imagine bien que d'autres objets pourront passer soit en toute autonomie des commandes. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ces objets connectés vont venir, en fait, réaliser leur mission de paiement dans un contexte qu'on connaît, d'architecture monétique, de système monétique qui est en place. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, pour revenir sur la vraie vie, ce qu'on sait, c'est que le succès du système de paiement repose sur essentiellement 4 qualités. La simplicité, la sécurité, la robustesse et la résilience. Alors, typiquement, la simplicité, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez un petit bout de plastique dans la main. La simplicité, c'est encore plus vrai avec le sans contact. Vous allez en gare, vous avez un distributeur de boissons, de bonbons, vous passez la carte, vous avez payé. La simplicité d'usage, c'est quelque chose d'essentiel et fait partie en fait de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et si vous avez une modalité de paiement trop complexe et aussi trop diversifiée entre les solutions de paiement, on estime que le système de paiement ne pourra pas fonctionner. Typiquement aujourd'hui, petit exemple, vous savez par exemple que sur les terminaux de paiement, systématiquement, vous avez vu les mêmes codes couleurs, vert, orange, rouge, pour faire les mêmes actions sur tous les terminaux de paiement, où que vous soyez, quel que soit le commerçant. Vous savez également que le processus pour utiliser la carte dans un distributeur de billets, par exemple, sera quasiment toujours le même, quelle que soit la banque dans laquelle vous allez. Alors, ça c'est pour ce qui est de la simplicité. Pour aller sur le deuxième, merci Chekib, pour aller sur le deuxième point, la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose d'essentiel, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. C'est dans le système de paiement la base de la confiance. Et le modèle économique du paiement ne peut fonctionner que s'il y a confiance de la part des utilisateurs. Par exemple, juste pour faire une petite anecdote sur quelque chose, aujourd'hui il y a une campagne de communication très très forte sur le paiement sans contact. Il y a beaucoup de gens qui disent que le paiement sans contact c'est quelque chose de dangereux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vous avez déjà entendu parler de la dangerosité du paiement sans contact, on est d'accord? Alors, ça dépend de quoi on parle. Dangerosité vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du paiement lui-même ou vis-à-vis de la donnée personnelle? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'en réalité, le taux de fraude en paiement sans contact est plus faible que le taux de fraude en distributeur automatique de billets. Alors, vous voyez, Didier de la Crételle nous rappelait tout à l'heure, ça a un peu de mal à décoller le sans contact. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication très forte qui dit à tout le monde, attention, c'est hyper dangereux. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, le taux de fraude, on voit bien qu'il est plus faible que sur certains éléments. Alors, tout ça pour vous rappeler que la confiance est un élément essentiel pour le déploiement dans les systèmes de paiement. Le troisième point, la robustesse, j'y passe
Rapidement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, un réseau dimensionné aux besoins actuels est capable de prendre en charge des évolutions futures. Ça, c'est le cas aujourd'hui en France. Chez Kib, le 4e point est la résilience, capacité du système à revenir en mode normal après un événement qui l'a déstabilisé. Et la question donc qu'il faut se poser, et encore une fois, je ne suis pas Madame Soleil, comment les objets connectés vont donc faire pour avoir ces 4 qualités-là? Doivent-ils obligatoirement venir s'adosser à un système existant? Je pense qu'on pourra largement en débattre. C'est, je pense, le cœur du sujet. Merci Guillaume un peu de cette introduction également pour présenter un peu les grands points qui assurent qu'aujourd'hui un système de monétique fonctionne, un peu tous ces quatre piliers. Cédric, tout à l'heure au déjeuner, on a eu une grande discussion justement sur cette question autour des objets connectés et du paiement. Est-ce que l'acte de paiement continuera à se faire au travers d'un seul objet, qui est la carte ou le téléphone ou un support que l'on a sur soi, ou est-ce que le paiement sera intégré dans des objets existants, type pourquoi pas demain le véhicule va payer à notre place, différents aspects qui nous environnent pourraient tout à fait payer, le frigo pourrait tout à fait commander et payer. Et toi, en tant qu'acteur de la monétique sur une dimension biométrie et technologie sans contact, quel est aujourd'hui ton retour d'expérience, ton Port Natural Security Alliance, des projets qui sont développés en termes d'objets connectés liés au paiement, voire à l'authentification? Alors, je répondrai à la fin sur les différents objets qui peuvent être lancés dans le domaine du paiement. Mais avant cela, je voudrais juste faire un rapide constat. Depuis des années, en fait, en France, en Europe, on essaye de reporter un modèle qui est un modèle de la puce dans différents autres objets pour apporter de la sécurité, pour apporter un moyen d'authentifier, puisque dans le paiement, vous avez 2 étapes, l'authentification du porteur et la gestion de risque pour le moyen de paiement. La difficulté qu'on a depuis un grand nombre d'années, c'est d'essayer d'être toujours à l'aise dans les schémas de paiement alors qu'on sort de la carte. Dans un téléphone, ou dans un bracelet, ou demain dans un porte-clés, ou dans je ne sais quoi, on n'arrivera pas, et on sait aujourd'hui, les objets connectés, il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus dans la poche de tout le monde, on ne va pas les changer du jour au lendemain pour rajouter de la sécurité pour pouvoir faire un paiement sécurisé. Donc il va falloir vivre avec. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer, certes, la gestion de risque. Ça, on peut le faire avec des transactions qui vont être des transactions en temps réel avec les serveurs bancaires. Mais la problématique que l'on rencontre, c'est l'authentification. Donc la difficulté de l'authentification du porteur, c'est finalement accepte-t-on de maîtriser une transaction de paiement, c'est-à-dire consciemment de donner mon accord, je donne mon accord pour qu'une transaction de paiement se fasse, ou j'ai une logique plutôt anglo-saxonne de dire, bon finalement, le paiement va être extrêmement fluide, je vais peut-être même pas m'en apercevoir, et tout sera géré d'un point de vue de la gestion du risque. Toute la difficulté est là. Moi, personnellement, j'ai plutôt une tendance à essayer de retrouver une expérience client qui est je donne mon accord, j'ai conscience de ce que je vais faire, plutôt que de finalement laisser la porte ouverte à tout système de paiement qui vont aller se servir sur mon compte de prépayé ou bancaire, peu importe. Donc si on prend 2 exemples, il y a les objets connectés qui sont des supports de paiement, le téléphone mobile, les bracelets, les montres, les tokens, enfin peu importe, des trucs. Et ces trucs, il va falloir réussir à ajouter un minimum de choses ou à essayer d'ajouter autour un minimum de choses de manière à pouvoir assurer que la sécurité est à minima présente et qu'on a bien essayé de recueillir le consentement du porteur. Puisque sinon, le risque qu'on pourrait avoir, c'est dans le cadre des objets connectés, par exemple de la maison connectée, on l'a vu, hein, HP est en train justement, a fait de la pub actuellement, quand il n'y a plus d'encre, l'imprimante va commander directement finalement un réachalandage de ce consommable et va finalement aller prélever directement. Donc si tous les objets se mettent demain à monitorer, passer des commandes au nom et pour le compte des personnes qui servent, va se poser la problématique du paiement. Donc soit on est encore dans cette logique où je dis je laisse faire, et auquel cas les objets vont commander et je vais constater quelques jours plus tard que les choses arrivent et que mon paiement a été réalisé. Bon, alors ça peut être bien si on a suffisamment d'argent, si on est plutôt en confiance et que ça marche plutôt bien.
mais ça pose quand même des problématiques liées ensuite au juridique, à la confiance quand les transactions ne vont pas s'exécuter correctement. Soit on essaie de trouver des solutions qui vont faire qu'on va donner une latitude aux objets connectés pour qu'ils commandent des transactions, qu'ils fassent les commandes auprès des sites marchands pour réachalander, et au moment du paiement, on va demander la validation de son propriétaire. Donc là, typiquement, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place par des industriels avec qui on travaille, qui vont permettre finalement dans n'importe quel objet connecté, sans aucune sécurité, puisqu'on ne peut pas utiliser les objets connectés en termes de sécurité aujourd'hui, mais quand même essayer de faire que l'objet connecté va ensuite déclencher une transaction que vous, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir valider avec un système qui soit, lui, sécurisé. Donc ça peut être en effet un téléphone particulier, ça peut être un objet connecté, ça peut être différentes solutions liées à la biométrie comme nous on est en train de le proposer. Mais voilà, donc ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'on vient d'un monde, comme l'a évoqué DJ, où la carte bancaire appartenait à la banque, était testée, certifiée, maîtrisée totalement, l'authentification était également maîtrisée, à un domaine où on ne maîtrise plus rien. L'objet connecté appartient pas à la banque, l'objet connecté on ne connaît pas son niveau de sécurité, parfois l'objet connecté est incapable de vous authentifier, et malheureusement on va devoir travailler tous ensemble dans le commerce avec ces objets connectés puisque les clients vont aller naturellement vers ça. Donc la difficulté qu'on a maintenant, c'est d'essayer d'apporter un système qui va essayer de concilier les deux. Donc déployer des solutions sur n'importe quel type d'objet, ça peut être un porte-clés, une carte de fidélité quelconque, et déclencher une transaction sécurisée à partir de ça via un autre objet connecté qui lui on pourra à minimum le sécuriser. Merci. Didier voulait réagir, mais j'avais également une autre question, enfin pour rebondir, pour compléter au Guillaume. C'est aujourd'hui des acteurs comme Ingenico, qui sont des acteurs du terminal de paiement, qui décident d'enlever toute la brique terminale pour laisser que le noyau dur du paiement, la partie chipset, qui assure cette sécurité. Et ils disent aujourd'hui, leur modèle change, on ne vend plus de terminaux de paiement, on vend de la confiance, on vend un système sécurisé qui peut s'intégrer à n'importe quel objet. C'est les grandes annonces qui sont faites, vous pourrez les trouver aussi sur le salon Carte très prochainement, à Paris au mois de novembre, de mémoire. Voilà. Didier, si je pouvais réagir par rapport aux interventions de Cédric et également sur cette approche de nouveaux modèles économiques dont les acteurs du paiement se font. C'est pas particulièrement par rapport à ce que disait Cédric, mais ceci étant, je pense que là, vous commencez à tomber dans le cœur du problème. On a déjà besoin de se forger on continuera après sur un tel et tout, un vocabulaire. Aujourd'hui, tout va trop vite, tout va très vite et trop vite. On parle d'objets connectés, mais les objets connectés, on est entouré d'objets connectés. On s'en sert tous les jours. Quand vous achetez votre essence, c'est un objet connecté, vous payez dessus. Quand vos forfaits de ski, c'est un porte-monnaie connecté, enfin c'est un porte-monnaie prépayé, et vous passez devant un objet connecté qui va débiter tout. Tous les jours, on en a. Or maintenant, on parle d'objets connectés, mais qui ont une autre intelligence, et c'est la difficulté, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de nom. Donc quand on parle d'objets connectés, on ne sait pas s'ils payent pas, s'ils sont intelligents, pas intelligents. Ça, je crois que c'est très très important et fondamental. Alors Ingenico contribue un peu dans la mesure où il va relier les deux appareils. On a un appareil super intelligent qui saura faire des tas de trucs sur une puce qui est à lui. Qui prend là? C'est toi? C'est qui? Bien. Non, juste par rapport à Ingenico, je voulais juste rebondir sur le fait que, en effet, ce qu'ils nous ont annoncé récemment, c'est qu'ils allaient, pour revenir sur ma petite explication de tout à l'heure, sur l'importance de l'architecture. Donc on a compris que c'est pas juste une architecture technique, c'est du juridique, c'est de l'organisationnel. Ils nous ont dit clairement qu'ils allaient s'appuyer là-dessus pour changer, certes, une partie qui est la carte à microprocesseur pour faire autre chose, mais l'ensemble du système va quand même rester utilisé, et je pense que c'est pas antinomique par rapport à ce que tu nous expliquais tout à l'heure en termes d'authentification. Merci. Juste très rapidement, vous présentez déjà un premier objet connecté qui assure du paiement, qui assure de l'authentification, qui mixe différentes technologies. Si vous avez de la biométrie, la biométrie est embarquée sur cet objet, elle n'est pas dans aucun serveur, donc l'architecture du système d'information risque d'être modifiée juste avec ce petit support.
Et c'est pas fait par un génico, c'est fait par une start-up ici dans la région, accompagnée par Natural Security et le CITC, qui s'appelle Sesam Touch. Donc ça, c'est un premier élément, une première brique technologique qui est apportée sur la notion des objets connectés et du paiement. Pour la faire de manière très interactive, je propose d'offrir la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a une question particulière et les gens souhaitent réagir par rapport à ces interrogations. Tu es un expert des objets connectés et du sans contact également, donc je vais te laisser la première question, vu que c'est la plus dure. Donc, Oui, question simplement, je crois que les enjeux ont bien été, et on vous en remercie, je pense que c'était vraiment très clair sur les enjeux qu'il fallait poser avant toute chose. Sur les principales innovations à venir et sur l'acceptation côté consommateur, on l'a dit également, certaines études font état de percées importantes d'ici 2020 du wearable. Notamment Tractica a dit que ça pourrait représenter jusqu'à 20% des paiements de proximité, 1% des paiements dans la distribution. C'est une tendance que vous voyez arriver. Alors ça, c'est peut-être la première question côté expert. Et puis la deuxième question, c'est de se dire justement, vous avez évoqué que le fait qu'on perde du contrôle sur ces objets, alors qu'avant on avait le contrôle sur la carte, enfin la banque avait un contrôle total, on était en silo. Est-ce que aussi certaines banques n'ont pas vocation à se lancer sur ce marché en diffusant différents types d'objets connectés qu'elles contrôleraient mieux sans doute dans les chaînes qui ont été évoquées? Je pense à Barclays par exemple, à Barclays Bank avec ce qu'ils font avec BP par exemple. Alors, sur la première question, les wearable devices, ça fonctionne bien aux US, en Angleterre, et c'est tout. Bon, les informations que j'ai, alors ça viendra, c'est pas encore un objet dans la tête des gens qui est B2C. Ils s'en vendent une dizaine par semaine chez un grand site marchand, un des plus grands sites marchands, donc c'est pas beaucoup. Maintenant, je ne sais pas ce qui se fait en proximité. Ça va venir, c'est certain. Maintenant, pour ce qui est de la reprise en main par les banquiers des objets, c'est ce qu'on a essayé de leur expliquer il y a quelques années déjà, depuis longtemps. Les banquiers ne sont pas dans une logique de rééquiper les utilisateurs. Pour plusieurs raisons. Ils ont eu des histoires il y a 10-15 ans où ça leur a un peu porté malheur. Il fallait gérer des objets, il fallait faire le SAV. Enfin, c'est pas leur job. Donc en fait, là, la facilité, c'est qu'est-ce que j'ai dans la poche du client que je peux utiliser pour faire le job. Ça me coûte pas trop cher et puis finalement ça va bien comme ça. Surtout si la gestion, le SAV est fait par d'autres. Maintenant, la difficulté qu'ont les banquiers, là je parle en B2C, en B2B c'est autre chose. En B2B elles peuvent équiper, elles le font. Mais pour ce qui est des banquiers, la difficulté maintenant c'est comment évaluer ce qu'ils vont utiliser, puisque quand ils vont faire une transaction, accepter une transaction, prendre le risque, elles vont finalement s'appuyer sur des équipements qu'elles ne maîtrisent pas du tout. Elles ne maîtrisent pas la technologie, elles ne savent pas comment ça a été fait, et elles ne maîtrisent pas non plus les conditions d'utilisation éventuellement derrière. On parle d'Apple souvent, Apple Pay. En fait, vous avez des conditions générales d'utilisation, vous utilisez l'objet, c'est bien. Demain, ils changent les conditions générales d'utilisation. C'est comme ça. Vous n'avez pas forcément plus de poids que ça en tant que banquier vis-à-vis de ces acteurs qui sont omnipotents. Et enfin, il y a quand même un point qui est aussi important, c'est finalement, pour essayer de faire cette maîtrise de la transaction, ils vont tout tokeniser, on va éparpiller le risque et faire que s'il y a un risque, s'il y a un problème qui arrive avec votre moyen de paiement, bon, éventuellement ça concerne le paiement, les 2-3 suivants, et on va bloquer la chose. Donc encore une fois, on va retomber dans une tendance qui est purement anglo-saxonne, qui est je fais le paiement que par de la gestion de risque et pas par de l'authentification. Ça pose pas de problème aujourd'hui parce qu'on n'en a pas beaucoup, on est très peu à l'utiliser. La question que je pose, c'est voyons voir quand il y aura beaucoup de flux, quand il va y avoir quelques problèmes qui arriveront et que l'utilisateur va se rendre compte, parce qu'on est assez latin quand même, qu'on n'a plus la maîtrise. Je pense que les questions se poseront à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de leur expliquer ça. Ils n'entendent pas. Je voudrais juste préciser ou rajouter quelque chose. Le fait qu'aujourd'hui, dans le système que je vous ai décrit tout à l'heure, on a parlé d'organisationnel, de juridique, etc. Notamment aujourd'hui, les matériels qui sont utilisés dans le système de paiement sont des matériels qui sont évalués par des laboratoires et qui sont certifiés par des certificateurs. Forcément, si les objets qui doivent intervenir dans le système de paiement pour qu'il puisse conserver sa stabilité, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, à un moment donné, je pense que c'est de toute façon prévu qu'il puisse être évalué pour être et certifié pour intervenir sur cette chaîne du paiement. Oui, mais moi, pour réagir vis-à-vis de ce point de certification,
pour réagir par rapport à la notion de certification. Est-ce que c'est pas le système qui peut être aujourd'hui aussi, on a une vision très verticale, certificateur, différents process, mais est-ce que c'est pas non plus l'acceptabilité du grand public qui en forme une communauté et qui à un moment peut inclure un système qui a l'air d'être confiant ou exclure un système sans avoir cette certification? C'est aussi des nouveaux modes de pensée, des nouvelles relations qui se créent. On peut retrouver ça dans différents... chez Uber, on expliquait, on peut discuter. Pourquoi pas demain sur la chaîne transactionnelle, ça peut complètement évoluer. Moi, je vois pas ça comme un système versus un autre. Je pense que c'est important. Toute cette évolution qui s'est faite tout doucement nous amène tranquillement à quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, mais qu'on va maîtriser. Les objets connectés aujourd'hui sont effectivement aussi diversifiés qu'ils soient, ont des modules qui eux sont agréés et certifiés et validés. Donc de ce côté-là, on peut garder, on sait qu'on peut garder une certaine continuité en matière de sécurité. Mais il y a autre chose aussi dont on n'a pas encore parlé, et je crois qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais c'est pas grave, la vie nous l'amènera plus tard. Ce sont les réseaux. Parce qu'on parle là, les objets connectés, on parle de milliards. Pour l'humanité aussi, on parle de milliards, quelques-uns. Mais l'humanité n'a pas une carte bancaire dans sa poche, tout le monde, partout, et s'en sert pas tous les jours. Là, on parle quand même, en 2020, c'est demain, en 2020, on parle en objet, enfin sans contact, sans intervention humaine d'un côté ou de l'autre, on commence à parler de chiffres d'1 milliard d'objets. C'est-à-dire, c'est la moitié de l'humanité. Et dans 2025, c'est 10 fois l'humanité. Alors en admettant que dans ces objets connectés, si je prends objet connecté OC, pour que l'objet connecté puisse fonctionner comme tu l'as décrit ou comme toi aussi, il faudrait qu'il soit OCSI, objet connecté super intelligent. Ou super bon, et puis un OCB qui est l'objet connecté bête tel qu'on les connaît aujourd'hui, où c'est nous qui faisons tout et l'objet ne fait que transmettre le truc. Donc voilà, commençons à créer le vocabulaire, on va le faire petit à petit, mais bon, ça va aller trop vite. Mais moi je vois pas ça versus quelque chose. Je pense que ça va tout simplement, on va évoluer. Je pense qu'on est suffisamment intelligent et suffisamment habitué à ça, en particulier en France, pour qu'on arrive à trouver les solutions, n'est-ce pas? Tu vas les trouver.